En bref, trouble dans le fief de l'UNAFEC Lubumbashi, précisément dans la commune de la Kenya. Tout est parti des tiraillements entre les jeunes de l'UNAFEC et les hommes en uniforme qui se seraient pointés à cet endroit pour arrêter leur chef du nom des Azous pour des raisons qui demeurent encore inconnues. Geste qui a poussé ces jeunes à se mettre dans la rue pour manifester leur colère. C'est grâce à l'intervention de 4 jeeps de la police nationale congolaise que la situation a semblé se calmer pour un temps pour se réinitialiser quelques minutes après. Malgré des gaz lacrymogènes, la tension persiste encore dans cette commune jusqu'en début d'après-midi de ce mardi 10 novembre 2015. Ouverture ce mardi à Kinshasa de l'atelier international de partage d'expériences sur le fonctionnement des institutions des droits de l'homme organisé par la Commission nationale des droits de l'homme et la MONUSCO droits de l'homme. Ces assises vont permettre à la RDC d'échanger sur l'expérience avec plusieurs pays dont le Burundi. Irène Moussoune et Francis Yamundele pour le reportage. C'est un atelier international de partage d'expériences sur le fonctionnement des institutions nationales des droits de l'homme qui met autour d'une table la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et plusieurs ambassades de la République démocratique du Congo représentées par leurs diplomates. Je voudrais saluer ici l'engagement de la CNDH de la RDC et la prédisposition permanente de son leadership à s'ouvrir aux autres commissions qui ont fait leurs preuves pour boire à la source de leur riche expérience, de leur savoir-faire et des bonnes pratiques qu'ils ont eu à développer. Le Burundi, qui connaît actuellement de sérieuses difficultés dans la promotion des droits de l'homme, est venu partager son expérience avec la République démocratique du Congo. Le Burundi, dans le passé, a réalisé certaines valeurs, donc a fourni beaucoup d'efforts dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Alors c'est normal que ces exemples-là puissent être partagés avec les membres de la CNDH. Parce que les anciens dirigeants sont devenus aujourd'hui les experts des droits de l'homme. Alors nous sommes dit il faut inviter les anciens, parce que les nouveaux, ils ont été installés au mois de juin. Donc ils sont jeunes comme nous autres. Alors beaucoup plus nous allons apprendre d'eux pour qu'à la longue la CNDH, donc la RDC, puisse aussi être un modèle des associations de droits, donc des INDH en Afrique centrale, pourquoi pas en Afrique et au monde. Commencé ce mardi 10 novembre, cet atelier international se clôture le vendredi 13 novembre. Inauguration ce mardi du nouveau passeport électronique et biométrique par le président de la République Joseph Kabila. La livraison de ces passeports à puce interviendra à partir du 2 janvier 2016. Cependant, les passeports en circulation restent valables jusqu'à leur expiration. Suivez la communication du ministre des Affaires étrangères à ce sujet. Sécurisé afin d'offrir au peuple congolais les garanties nécessaires aux migrations internationales. Cet objectif devait se matérialiser par la mise en circulation programmée du passeport à puce, dont l'avènement initialement projeté en 2014 se concrétise enfin en cette fin d'année 2015, avec comme conséquence une sécurisation accrue du porteur du passeport et la réduction sensible du temps matériel consacré aux formalités aéroportuaires lorsque ce dernier est en voyage. Nous nous sommes retrouvés ici ce jour pour procéder au lancement officiel
par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, du nouveau système de personnalisation de passeports à puce. L'implantation et le déploiement de ce système vont cependant se dérouler de manière progressive afin d'être prêt à délivrer ce nouveau passeport à tous les requérants à partir du 2 janvier 2016. Les 45 jours qui nous séparent de cette échéance seront mis à contribution pour le déploiement du matériel dans tous les centres de capture, pour la formation du personnel et pour le test du matériel. Car à partir du 2 janvier 2016, il va falloir qu'on devienne opérationnel dans toutes les ambassades, dans tous les consulats et dans tous les chefs-lieux des provinces de la République démocratique du Congo. Le nouveau passeport qui va être émis est conforme aux nouvelles recommandations de l'Organisation de l'Avion Civil International, notamment au document 9303. Et cela est important parce que, au-delà d'un certain délai, il deviendra difficile pour les voyageurs qui ne détiennent pas ce type de passeport de voyager. Ils ne seront pas acceptés dans certains pays. Vous savez qu'il y a la recrudescence du terrorisme et que donc la sécurité aux frontières est une préoccupation première de tous les gouvernements à travers le monde. C'est une question de sécurité de tous. Les normes de sécurité ont été renforcées et notre pays doit se mettre à ces normes-là afin de faciliter le déplacement des citoyens congolais qui détiennent le passeport congolais. Le nouveau passeport est électronique. Cela signifie qu'il contient une puce électronique stockant toutes les informations concernant la personne qui voyage, la personne détentrice du passeport. Sur cette puce, on a votre date de naissance, votre identité, tout est sur cette puce électronique. Et elle peut être lue électroniquement par la machine. Il est aussi biométrique en ce qu'il contient les empreintes digitales du porteur du passeport. Alors quand on présente votre passeport à une machine, à une frontière, et on vous demande de mettre votre pouce, on peut voir immédiatement si vous êtes bien le détenteur du passeport que vous avez ou pas. Donc il permettra aux voyageurs de circuler dans le monde entier et facilitera le passage aux frontières des pays les plus exigeants en matière de contrôle aux frontières. Ce nouveau passeport est plus sécurisé, il est infalsifiable et il sera possible à tout moment de vérifier son authenticité par les autorités tant nationales que les autorités des pays où vous vous rendez munis du dit passeport. Je tiens à préciser que pour des raisons de commodité, les passeports actuellement en circulation demeurent valables autant que faire se peut à leur expiration et qu'ils seront remplacés par les passeports à puce au fur et à mesure que ceux qui les détiennent en feront la demande. Le Conseil de sécurité de l'ONU invite le gouvernement de la RDC et ses partenaires nationaux à veiller au respect du calendrier électoral. C'était dans une déclaration publiée lundi à New York aux États-Unis. Les membres du Conseil de sécurité se disent aussi préoccupés par les tensions politiques en RDC après d'un an de l'élection présidentielle et des législatives nationales. Un commentaire de Fanny Anifa Kassemona et Clarisse Koko. Dans une déclaration publiée lundi à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit préoccupé par les tensions politiques en République démocratique du Congo. À moins d'une année de l'élection présidentielle et des législatives nationales, de nombreuses incertitudes planent encore sur le financement complet de scrutins, le calendrier et les opérations électorales prioritaires. Dans ces climats, les conseils de sécurité demandent au gouvernement et aux partis concernés à veiller à ce que les élections soient justes, libres, crédibles, inclusives, transparentes, pacifiques et qu'elles respectent les calendriers prévus par la Constitution congolaise afin de poser les bases d'une stabilité et d'un développement durable.
À ce qui concerne la reprise des coopérations MONUSCO-FARDC, le Conseil de sécurité a noté que la situation sécuritaire s'est quelque peu améliorée dans l'est de la RDC au cours des 14 dernières années. Mais il reste néanmoins préoccupé par la crise humanitaire et par les activités déstabilisatrices de groupes armés nationaux ou étrangers. Pour remédier à cette situation, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à la reprise immédiate d'une coopération totale entre les forces armées de la RDC et la brigade d'intervention ainsi que l'ensemble de la MONUSCO, notamment la traque des rebelles rwandais des FDLR. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit aussi préoccupé par la lenteur de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il a pour ce faire demandé à toutes les parties, y compris les chefs de l'ex-M23, de coopérer pleinement afin d'accélérer le rapatriement et la réintégration des combattants de l'ex-M23 se trouvant en Ouganda et au Rwanda. Ce, afin qu'ils participent au mécanisme de mise en œuvre des déclarations de Nairobi. Et les agents et cadres de la Commission électorale nationale indépendante ont été exhortés au travail bien fait afin de produire des résultats qui feront en sorte que les élections deviennent une fête et non un drame. Le message leur a été lancé par le nouveau président de la CENI, Corneille Nangaa, lors d'une réception organisée en son honneur par les membres de l'Assemblée plénière. Richard Chakokanyengele et Léontine Kazamwali avec Esther Mpezo-Omba. Juste après l'entérinement de leur candidature par l'Assemblée nationale, Corneille Nangaa et Norbert Basengezi, président et vice-président de la CENI, ont été honorés par les membres de l'Assemblée plénière de cette institution à travers une réception festive dans la salle de banquet de Béatrice Hôtel. Une occasion pour la grande famille CENI de saluer l'avènement de ces deux nouvelles autorités institutionnelles. Le nouveau vice-président Norbert Basengezi a reconnu l'encadrement reçu de l'abbé Apollinaire Malou, un compagnon avec lequel ils ont géré les premières élections. Le nouveau président de la CENI a rendu grâce à Dieu pour son élévation à la tête de la CENI. Corneille Nangaa a ensuite rendu des vibrants hommages à son prédécesseur. La même ambiance a été vécue au siège de la centrale électorale où les agents et cadres ont réservé un accueil chaleureux aux deux nouveaux promus à la tête de la CENI. S'adressant au personnel de la CENI, le nouveau président de cette institution les a exhortés à travailler pour produire des résultats positifs. Corneille Nangaa et Norbert Basengezi n'attendent plus que leur investiture par ordonnance présidentielle et leur prestation de serment devant la Cour constitutionnelle pour se mettre désormais au travail. Autre titre de l'actualité, le projet INGA fait porter des grands projets de la vision du programme de la politique gouvernementale. Bruno Kapandi, chargé des missions de l'Agence pour le développement et la promotion du Grand INGA, a fait le point lundi 9 novembre avec le Premier ministre Matata Ponyo. Je propose de les suivre. Au menu de nos échanges, il y a eu 2 points. Le premier point, c'est présenter mes civilités à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans les nouvelles fonctions qui sont les miennes. Nous avons parlé comme deuxième point, naturellement, du projet Grand Inga. Le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, l'initiateur du projet Grand Inga, a créé une agence, l'agence de développement et de promotion du projet Grand Inga ADEPI. Il lui a plu de nommer à la tête de cette agence ma modeste personne comme chargé de mission du président de la République en charge du projet Grand Inga. Où est-ce que nous en sommes? Maintenant, nous sommes dans la phase de préparation pour aboutir au choix du concessionnaire qui va construire Inga 3, basse chute, qui est la première phase du Grand Inga. Notre rôle, c'est d'exécuter les instructions du président de la République. Mais nous le faisons ensemble avec le gouvernement, parce que le projet Grand Inga, comme vous le savez, est un projet intégrateur, structurant, qui va booster l'industrialisation de ce pays. À côté d'Inga, il y a aussi des centrales de moyenne puissance qui vont
accompagner Inga pour des raisons techniques, de stabilité des réseaux, d'efficacité énergétique et aussi de secours en cas d'effondrement d'Inga. Et aussi des centrales qui seront ailleurs, là où l'énergie d'Inga ne va pas arriver, qui vont contribuer à donner de l'électricité pour le développement industriel, pour le développement des populations congolaises et aussi pour sécuriser la fourniture d'électricité à l'administration nationale. La question de la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État continue à préoccuper la masse laborieuse en RDC. Le ministre de la fonction publique, Pascal Issumbicho, qui tient à cette réforme, a échangé ce mardi avec les responsables syndicaux sur cette préoccupation. Abdou Soko. Face à face ce mardi entre les responsables syndicaux et le ministre de la fonction publique, Pascal Issumbicho. Au menu de leurs échanges, la problématique de la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Les responsables syndicaux veulent avoir des explications claires et nettes qui motivent le ministre Pascal Issumbicho à envoyer plus de 80% des travailleurs à la retraite. Nous avons voulu que les ministres viennent nous dire pourquoi la réforme et quels sont les objectifs à atteindre par rapport à la réforme. Parce que chacun avait sa façon de penser. Pour les uns, la réforme signifie mise à la retraite massive des agents. Pour les autres, la réforme signifie nous chasser de nos postes pour donner la place aux jeunes. Il y avait donc autant de points de vue et nous avons voulu que les ministres viennent, qu'ils expliquent aux leaders syndicaux. Aujourd'hui, il parlait à tous les responsables syndicaux de l'INAP. Jeudi, vendredi, il va s'adresser à tous les délégués syndicaux, effectifs et suppléants de l'administration publique. Pour le ministre de la fonction publique, le gouvernement a décidé de rajeunir progressivement en assurant le transfert d'expérience entre les entrants et les sortants. Il faut que tous les partenaires, notamment les syndicalistes, comprennent l'objet de la réforme. C'est ce qui est en train de se faire. Je suis venu aujourd'hui, mais ils vont continuer la réflexion parce qu'ils vont eux-mêmes s'adresser à d'autres leaders syndicaux. Le départ à la retraite est automatique à 55 ans d'âge ou 30 ans de service. À l'heure actuelle, près de 200 000 agents, soit le tiers des agents, doivent aller à la retraite d'après la fonction publique. Mais pourquoi la retraite fait-elle peur en République démocratique du Congo? Les travailleurs de plus de 65 ans envoyés en retraite dans les conditions illégales ont du mal à survivre. Le gouvernement, s'il tient au renouvellement correct de son personnel, doit impérativement améliorer les conditions de la retraite. Simon Kabamba et Clarisse Koko pour le commentaire. Le Congolais, à l'instar d'autres hommes dans le monde, ne peut travailler indéfiniment. Il a droit de se reposer à un âge donné à travers la retraite. Oui, la retraite est un âge d'or d'ailleurs pour jouir du labeur de sa vie. La société, à travers l'organisation sociale, récompense l'homme pour tous les sacrifices endurés. Mais en RDC, les conditions de la retraite sont jusqu'ici horribles. Les travailleurs de l'État ou du secteur privé âgés de plus de 60 ans envoyés à la retraite s'estiment être largués vers une mort certaine. Ils ne touchent plus grand-chose, pouvant les aider à tenir dans une vie de plus en plus chère. À cause de la modicité de leur salaire, la plupart de ces vaillants travailleurs n'ont pas eu le moyen d'épargner. Ils sont sans ressources et parfois malades. Comment faire face à la vieillesse et ses exigences quand on ne gagne plus rien? Voilà pourquoi les nouveaux retraités meurent des soucis et des maladies essentiellement liées au désespoir. Mais d'un côté, le gouvernement qui est conscient que la vieillesse ne peut offrir des meilleurs services dans l'administration tient au renouvellement de l'effectif en envoyant en retraite tous ceux qui ont œuvré plus de 30 ans ou ceux qui sont âgés de 65 ans et plus. Les deux parties doivent trouver un compromis. Ici, il est question pour le gouvernement d'améliorer les conditions de la retraite afin de les rendre viables et humaines. Des milliers d'hommes et de femmes qui vont en retraite doivent normalement toucher leur dû et continuer à jouir d'un revenu capable de les aider à finir leur vie sur terre. C'est à cette condition seulement que la jeunesse récupérera ses postes et offrira à la nation ce qu'il y a de meilleur. La sécurité sociale, si elle fonctionne normalement, peut être d'un grand apport dans ces processus de renouvellement de main-d'œuvre
privés ou publics. Les opportunités d'emploi à la porte des étudiants finalistes de l'Université pédagogique nationale UPN, ce grâce au projet de Battle of Minds de l'entreprise British American Tobacco BAT. Une conférence débat a été organisée dans l'amphithéâtre de cette université pour expliquer aux étudiants les procédures de recrutement. Reportage. Un échange fructueux qui a permis d'une part à l'entreprise British American Tobacco d'expliquer son fonctionnement, ses objectifs et d'autre part aux étudiants de poser des questions de fond pour saisir ces opportunités d'emploi qu'offre la BAT. La directrice des ressources humaines a fait savoir que son entreprise est leader avec un riche parcours international. Son activité va au-delà de ce qu'elle fait. Je confirme que ce processus est complètement équitable. Il n'y aura pas d'influence par rapport au recrutement. Tout sera vraiment basé sur la méritocratie. Ils vont devoir passer des tests. S'ils réussissent à ces tests-là, ils vont être sélectionnés. La chose n'est pas seulement de réussir au test, c'est de pouvoir réussir au concours parce que c'est se mettre en compétition avec les autres universités et l'université qui aura réussi, ceux qui seront intégrés qui seront les gagnants de la battle pourront être rassurés qu'il n'y aura pas d'interférence extérieure, que tout le monde ait les mêmes chances de pouvoir réussir. Eliane Pengemboso a donné aussi des précisions sur la procédure de recrutement. Nous avons donc choisi les licenciés ou alors les gradués qui, pour des raisons personnelles, ne peuvent pas continuer leurs études. Nous leur donnons cette chance-là. Donc ils doivent aller sur notre site internet, pouvoir postuler sur l'offre qui est mise sur le site internet. Dès qu'ils se seront enregistrés, ils vont recevoir des emails avec des liens pour pouvoir passer les tests. Ils passent les tests et ceux qui auront réussi, nous aurons leurs coordonnées et nous les contacterons pour pouvoir les intégrer dans le programme. Ce processus de recrutement est très équitable suivant les critères des réussites au test, mais aussi n'a pas de limite d'âge. Rappelons que le projet de Battle of Minds concerne 5 universités de la ville de Kinshasa, à savoir l'UCC, l'UPC, le Bel Campus, l'UPEN et l'ISC Gombe. En santé, la zone de Niemba vient d'être équipée en matériel médical pour le dépistage et suivi de plus de 358 malades vivant avec le VIH. Ce don est de l'ASBL Sanrou. Mandela Longa pour les détails. Le centre de santé de référence d'Undugu de Kalemi est désormais en mesure de faire le suivi de qualité et prendre correctement en charge les personnes testées positives au VIH/SIDA grâce à un appareil de dosage du taux de cellules de défense immunitaire dans l'organisme humain CD4. Ce matériel appelé Piment, remis par l'ASBL Sanrou, a été réceptionné par le point focal du programme national de lutte contre le VIH/SIDA au Tanganyika. Ce troisième don, à part celui en matériel roulant et informatique, s'inscrit dans le cadre du projet CDC PEPFAR, exécuté dans plusieurs structures de 5 zones de santé du Tanganyika par Sanrou, qui depuis février 2015 offre des intrants, dont des antirétroviraux, le conseil de dépistage volontaire. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes capables d'offrir le conseil de dépistage à tout celui qui en a besoin et aussi d'assurer la prise en charge de ceux-là qui vont être VIH positifs. D'après les statistiques, plus de 358 personnes, dont les enfants et femmes enceintes, ont déjà été dépistées et mises sous ARV dans les zones de santé de Manono, Kongolo, Moba, Nyunju et Niemba. Pour le médecin directeur de cette structure sanitaire, Dr Jacques Kisubi, si le centre de santé d'Undugu est classé comme la première maternité du Tanganyika, avec 120 accouchements par mois, il enregistre aussi le taux de prévalence le plus élevé, avec 69 personnes testées positives au VIH/SIDA. Avant de mettre un malade qui serait positif sous ARV, actuellement il est recommandé d'abord de connaître son taux de CD4. Effectivement, il n'est pas encore opérationnel à Kalemi. Avec ce équipement, nous tâcherons actuellement de mettre le ARV. Il faut mettre après les examens spécifiques et bien réalisés. À en croire le coordonnateur du projet Sanrou CDC PEPFAR, d'autres compteurs de CD4 seront installés dans les tout prochains jours dans les 3 autres zones de santé, dont Kongolo, Manono et Moba. L'association socio-culturelle Luende et toute la population de Kalemi remercie le président Joseph Kabila pour la confiance placée au commissaire spécial adjoint de l'économie, finance
et Développement, Ali Omari Simukinje. Toute la population de Tanganyika promet de le soutenir dans sa mission. Mandela Longa. Après la nomination de l'honorable Ali Omari Simukinje, élu de Kalemi par le chef de l'État Joseph Kabila au poste de commissaire spécial adjoint en charge de l'économie, finance et développement pour la nouvelle province du Tanganyika, les originaires de Kalemi ne sont pas restés indifférents. L'association socio-culturelle Luende de la tribu Olo Olo a organisé une réception au Flat Hotel La Colombe, cérémonie au cours de laquelle ses fils et filles de Kalemi ont remercié le chef de l'État pour sa confiance en la personne du désormais ex-député national Ali Omari Simukinje. Pour eux, le chef de l'État a porté son choix sur des personnes, dont Ali Omari, qui ont en eux le souci de développer le Tanganyika, doté d'immenses ressources économiques. Dans un mémorandum lu par Edouard Kalenda, les membres du comité Luende que dirige David Kalumbiwa Kintu sont prêts à donner un coup de main aux nouvelles autorités élevées à la tête du Tanganyika. Excellence, Monsieur le Président de la République, en effet, les membres de l'association socio-culturelle Luende des originaires du territoire de Kalemi que nous sommes, voudrions exprimer nos sentiments de profonde gratitude et sincères remerciements envers le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, Président de la République, d'avoir élevé l'un des nôtres au rang de commissaire spécial adjoint chargé de l'économie et finances et développement de notre chère province du Tanganyika, nouvellement créée. En l'occurrence, l'honorable député national Ali Bin Omari Simukinji pour l'intérêt majeur du peuple congolais dans notre province du Tanganyika en général. L'association socio-culturelle Luende a affirmé sa volonté d'accompagner la dynamique de développement prônée par le président de la République. Après plusieurs dérapages constatés lors de son émission Congo Histoire, Lushimanjate était ce mardi face aux autorités du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le CESAC l'a invité au respect de la déontologie journalistique pour l'intérêt de la nation congolaise. L'animateur de Congo Histoire sur la RTNC, quant à lui, a présenté ses moyens de défense et a promis d'améliorer ses productions pour consolider la paix et préserver les intérêts du pays. Suivent respectivement le secrétaire principal d'instruction du CESAC et l'animateur du Congo Histoire au micro d'Esther Mpezo. Au niveau du régulateur, on a constaté qu'il y avait certains manquements déontologiques et administratifs. Alors, compte tenu du fait que la loi demande à ce que, avant que l'Assemblée plénière se prononce, il faut que la partie dérapante ou bien la partie incriminée vienne présenter moyens de défense. Le directeur des programmes ainsi que M. Loshima, le présentateur de l'émission Congo Histoire, était venu pour présenter le moyen de défense. Nous, en tant que service technique, nous allons faire notre note d'instruction. Ça sera maintenant à la plénière de voir si les moyens de défense tels que présentés ont été relevants ou irrelevants, et c'est à l'Assemblée plénière qui va se prononcer. Les questions qui m'ont été posées, je les ai trouvées fondées, pertinentes. Pourquoi? Parce que elles tournaient autour de ce que je fais. Alors je trouve que c'est ça qui ne dort pas, c'est ça que nous suit. Quand c'est ça que trouve que nous sommes sortis un peu de la voie, n'est-ce pas? Il nous rappelle, n'est-ce pas? Et c'est son rôle, c'est son rôle. J'espère avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées sur base des remarques qui nous sont faites, n'est-ce pas? Nous ne pouvons que nous amender et améliorer. Avec tous les conseils qui nous ont été prodigués ici. Hein? Et cela ne peut que nous aider à améliorer, et c'est pour l'intérêt de la nation. Sans discipline, rien ne peut marcher. Allô? Ouais. Vous le savez, la directrice générale d'Africa TV et FM n'est plus. Le lever du corps d'Esther Abedi Saboumalou de la morgue de la clinique Ngaliema est prévu pour ce mercredi et sera exposé à l'espace Bovin à Lingwala. Cette dame ambitieuse et intelligente a marqué la corporation journalistique telle qu'elle démontre. Ce reportage de Clarisse Koko Kapala et Pamphile Papadou.
Esther Abedi Saboumalou, DG d'Africa TV et FM, a marqué la presse congolaise. Cette dame ambitieuse, intelligente, était dévouée au travail. Je vois l'avenir qu'il y avait en elle. Malheureusement, Dieu a décidé autrement. Cet avenir-là s'est effrité en un clin d'œil. C'est une femme qui me disait, Blandine, on a commencé quelque part, mais on doit aller aussi quelque part. J'ai vu comment elle a escaladé petit à petit jusqu'à ce qu'elle est devenue DG de l'Africa TV. Ce sont des idées qui sont parties, c'est l'ambition qui est partie, excusez-moi, c'est presque tout qui est parti. C'était une femme qui était sûre d'elle. Aujourd'hui, Esther est partie. J'ai vu Esther inerte sur le lit d'hôpital, l'accompagner à la morgue. Je n'ai jamais vécu ça, mais j'étais obligée de le faire. La présentatrice des émissions Politique et Action, Question des femmes et Grand Focus, Esther Abedi, a marqué ses confrères des différents organes de presse. C'est l'une des femmes journalistes qui m'ont marqué dans mon travail de journaliste. Une femme qui n'était pas complexée par son travail, qui abordait même les secteurs considérés comme les secteurs des hommes. Je parle ici de la politique. Elle était vraiment de plein pied dans la politique. Des questions qu'elle posait même aux acteurs politiques qui sont très pertinentes, sans complexe. Donc pour moi c'est une perte. Une dame qui était vraiment battante et on avait l'habitude de changer régulièrement. Quand elle avait des activités qu'elle coordonnait, elle ne manquait pas d'associer Antenne A et c'est moi qui allais pour couvrir. Et aussi, chaque fois qu'il y avait des activités, en tout cas, elle était dynamique et c'est elle qui devait chaque fois prendre le courage, même si là où les hommes se trouvaient, en tout cas, on devait sentir sa présence. Faisant partie de plusieurs associations journalistiques et de la société civile, la disparition d'Esther Abedi Saboumalou laisse un vide dans cette corporation journalistique. Esther Abedi Malou Sabou, je l'ai connu d'abord dans l'association des communicateurs en santé, AXA. C'est parmi les personnes qui l'ont encadré là-bas. Et puis nous sommes retrouvés dans les réseaux de nos amis de l'enfant. J'ai voyagé avec elle à l'intérieur du pays. Je crois que c'est une grande plume, une grande intelligence, une intelligence très vivante, une femme avec plein d'initiatives, une femme très spirituelle également. Je crois que c'est une grande perte pour nous. Esther était pour moi non seulement une consoeur, mais une sœur, une amie pour moi. Parce que chaque fois qu'il nous arrivait de voyager pour couvrir les campagnes de vaccination, notamment contre la poliomyélite, on passait la nuit ensemble, c'est-à-dire on partageait le même lit. Je n'arrive pas à comprendre que Esther est partie. Elle n'a pas été du comité, mais je lui avais demandé qu'elle soit avec nous parce qu'elle est tellement intelligente qu'on avait besoin de son expertise, de son apport pour que les réseaux fonctionnent. Mesdames et messieurs, voici maintenant le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jour. Ce peut être la fin des longues heures d'attente pour obtenir le passeport. Le président de la République a inauguré aux affaires étrangères les nouveaux centres de capture. Le passeport congolais ne sera plus seulement biométrique, mais électronique aussi. Tête à tête, ministre de la fonction publique responsable des syndicats sur la problématique de la mise à la retraite.